Bon, déjà, merci à tous d'être là dans ces temps, on va dire, de build, on va dire, dans le creux du bear market. Pour tenter un petit peu on va dire, avec ce panel, de répondre à cette question qui n'est plus de savoir est-ce qu'il faut aller dans la crypto, dans la blockchain, dans le Web3, mais plutôt, on va dire, comment y aller. C'est-à-dire que on est à peu près, que ce soit les régulateurs, les politiques, que ce soit mal de monde, ceux qui travaillent sur la question. En tout cas, moi, c'est ce que aussi je constate en tant que journaliste, c'est qu'aujourd'hui, on se pose plus la question de savoir si la crypto et la blockchain vont avoir un gros impact alors, sur la finance, et peut-être on va voir dans quelle mesure sur l'Internet de demain qu'on appelle communément le Web3. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bon, déjà, moi, je suis Louis Telly, journaliste à la GFI, qui est un média qui traite de l'actualité financière, donc est spécialisé en finance. Et évidemment, moi, je suis spécialisé en crypto. Donc je fais que de la crypto, blockchain, crypto, hein, ce que vous voulez, Web3. Le champ est assez large, mais voilà, sur tous les aspects financiers. Avant de commencer ce panel, je vais laisser chacun se présenter comme il veut, avec le micro qui est sur la table, parce qu'on m'a dit que j'avais la chance de garder le micro, ou le privilège, je ne sais pas trop comment le qualifier. Victor. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Charpia, je suis avocat au barreau de Paris depuis quelques années et spécialisé en régulation des cryptos et de la fintech. Donc j'ai fait ça fait 3-4 ans que je fais ça. Et je suis également on va dire un ancien entrepreneur de l'écosystème Pirates, parce que l'an dernier, en plein pendant le bull market et l'euphorie qui allait avec, j'ai décidé de tout plaquer pour monter mon projet qui s'appelait Colat et qui avait vocation à faciliter des prêts en euros collatéralisés par de la crypto. Mais malheureusement, on avait besoin des banques, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de comment on construit dans l'écosystème. Parfois, on a véritablement besoin de partenaires qui sont des entreprises régulées, quand bien même on veut construire des choses dans un écosystème qui est construit sur la décentralisation, et tous ne sont pas encore ouverts. Voilà, donc on en reparlera, et je passe le micro à Julie. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc Julie Orange, je suis directrice des partenariats chez Ledger. Et donc Ledger, fondé en 2014, qui aujourd'hui permet à la fois aux consommateurs, mais aussi aux entreprises de pouvoir posséder, de pouvoir contrôler, mais aussi sécuriser leurs actifs numériques. Et donc, je suis très, très contente de participer à cette discussion ce soir. Et mon rôle chez Ledger, pour en dire un petit peu plus, c'est vraiment de porter la stratégie partenaire et de travailler avec des acteurs aujourd'hui qui viennent compléter la proposition de valeur que nous avons autour de la sécurité aujourd'hui pour les entreprises et les consommateurs. Bonsoir, du coup, moi c'est Maxime. Je travaille chez Pirate et notamment chez EcoSafe principalement, où globalement je gère toutes les opérations corporate pour nos clients, nos investisseurs, et je les accompagne pour investir des fonds et pour les gérer. Sinon, je suis un entrepreneur depuis l'âge que j'ai 14 ans, où j'étais dans le monde du gaming. J'ai notamment créé un club e-sport qui est juste au-dessus. Et en fait, globalement, je suis tombé dedans en faisant des levées de fonds pour financer mes propres startups au début. Bonsoir à tous, donc Nicolas Loué, moi je suis le PDG et cofondateur de Ledger, non pas encore, mais quand même cofondateur de CoinHouse. Alors pourquoi cette petite blague avec Ledger? Parce qu'on est né de la même société qui avait été créée par Thomas France et par Éric Larchevêque en 2014 et qui a donné 2 graines. L'une est Ledger, qui est l'une des licornes françaises, et Julie l'a bien présentée. L'autre était sa société sœur qui permettait, en plus de pouvoir acheter un Ledger pour pouvoir sécuriser ses cryptos, d'acheter de la crypto, parce que, mine de rien, ça peut être assez intéressant finalement de combiner les deux. Et puis en 2017, on s'est séparés, on a fait nous notre levée de fonds de notre côté, on a levé environ 50 millions d'euros. On est positionné comme un acteur français dit PSAN, alors le terme est un peu barbare, ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques. C'est une classification dans le monde de la régulation financière pour
associer les métiers en fait, de la crypto qui touchent à la finance et y mettre un chapeau de régulation. Donc PSAN, c'est notre cadre de régulation. On a été le premier à être enregistré en France. On est également enregistré au Luxembourg pour cette activité. Qu'est-ce qu'on fait? On a 2 grosses activités, celle pour laquelle vous nous connaissez normalement tous depuis la maison du Bitcoin, qui était l'ancien nom de CoinHouse. C'est celle de permettre à des entreprises et à des particuliers d'acheter de la crypto facilement, en toute confiance, avec tout un tas de services. Nous, l'idée, c'est plutôt de dire que vous n'êtes pas nécessairement tous des traders, vous n'avez pas vocation à passer votre journée à passer des ordres et à chercher la pépite ultime parmi la 12 millième capitalisation de la crypto. Mais vous pouvez avoir un intérêt parce que vous avez moins de temps, parce que vous avez envie d'être accompagné, parce que ce qui vous intéresse, c'est l'investissement de long terme, de passer par un acteur qui va non seulement être régulé, avoir une banque française pour pouvoir vous accompagner, avoir des équipes, faire du contenu, être en mesure de vous proposer non seulement de l'investissement dans de la crypto, mais également de la gestion autour de ça. On peut vous proposer des produits d'investissement. Bref, on recrée une vie d'investisseur autour de la crypto pour des particuliers et pour des entreprises. Petite particularité, aujourd'hui, les entreprises, c'est 45% de notre chiffre d'affaires. Et c'est une des particularités. C'est assez dur quand on est une boîte d'aller investir en crypto. Pas mal de plateformes, notamment les plateformes étrangères, sont assez reluctantes à le faire. Il y a des difficultés. Nous, on a mis en place des process et ça se passe plutôt très très bien et ça se retrouve dans nos chiffres. Ça, c'est l'activité historique, c'est 95% de notre chiffre d'affaires. Et depuis l'année dernière, on a développé une autre activité qui s'appelle CoinHouse Solutions, qui vise beaucoup plus le secteur uniquement du B2B, où là, on intervient en prestataire pour des entreprises qui cherchent à se lancer dans le Web3. Quand vous êtes une grande marque de luxe, quand vous êtes une marque un fabricant d'automobile, quand vous êtes une marque de vêtements et que vous voulez lancer vos campagnes NFT, que vous voulez accepter des cryptos en termes de moyens de paiement, bah vous avez besoin d'un prestataire. Il vous faut des wallets, il vous faut faire éventuellement de la conversion crypto-euro, il faut faire ça de façon régulée. En tant que directeur financier, vous avez envie que l'argent arrive depuis un compte d'une banque française, si possible, avec tout un tas de reporting et de la trésorerie et un lien direct avec vos systèmes de trésorerie. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et ça, c'est assez unique. Et ça commence à bien fonctionner. Et on a des offres complémentaires, notamment avec Ledger, dont on parlera sans doute un peu plus tard. Voilà. Merci pour cette présentation très complète, Nicolas. Je pense que tu peux garder le micro parce qu'on va tout de suite entamer sur quelque chose qui intéresse beaucoup, peut-être 80% de ceux qui rentrent dans l'écosystème, le biais financier. On voit que les cours crypto, quand même en 2022, après une belle envolée en 2021, ont pris une sacrée claque. Si on regarde l'histoire depuis le lancement du Bitcoin, en fait, c'est assez cyclique, c'est malheureusement ou heureusement, peu importe, assez logique. On voit que ça a des conséquences aussi dévastatrices, peut-être pour les acteurs qui se sont comportés, on va dire, plus ou moins comme des acteurs centralisés, ou tout du moins ne respectant pas forcément la philosophie de départ de la crypto. Bon, à déterminer ce qu'est la philosophie de départ de la crypto. Mais voilà, peut-être revenir un petit peu sur cette histoire avec toi, Nicolas, succinctement, puisque dès 2014, dès le départ, il y a eu la maison du Bitcoin, Ledger, et puis CoinHouse, donc qui est l'ancienne maison de Bitcoin, comme tu l'as rappelé. Peut-être refaire un bref rappel de ces cycles qui sont quand même assez inhérents à un marché qui est encore jugé comme assez immature et donc assez petit et donc très volatile au niveau des cours. Ouais, on est très très loin de la maturité sur les marchés crypto. Et je pense que l'adoption aujourd'hui des cryptos dans d'autres secteurs notamment, et on pourra en reparler avec le Web3, peut massifier un peu plus l'usage, il peut stabiliser aussi certains cours. Mais de façon générale, en effet, depuis la création du Bitcoin il y a 14 ans, on est parti d'une valeur extrêmement basse, bien inférieure à 1 euro, et aujourd'hui on est à 30 000 $. Aujourd'hui qu'on a repassé, en passant par des cycles assez compliqués à lire. Mais néanmoins, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que quel que soit l'endroit où tu te positionnes sur la courbe du Bitcoin, tu prends un point, tu te mets 2 ans et demi plus tard, tu es au-dessus, de base. Donc si tu es holder, finalement, qu'est-ce que c'est que 2 ans ou 3 ans pour retrouver un niveau? Et généralement, au-dessus, peu de temps après, là, tu commences à avoir des plus-values assez intéressantes.
et c'est pas que vous pouvez tous faire cette expérience, vous prenez la courbe, vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez la même chose sur l'Ether. Attendre, tirer un tout petit peu plus la durée de quelques mois. Vous l'avez moins en revanche sur d'autres cryptos beaucoup plus récentes, beaucoup plus naissantes, parce qu'on a moins de recul sur ces projets, parce qu'il y a beaucoup de cryptos et qu'il y a beaucoup de projets. C'est un peu comme le capital risque, il y a des gens qui lancent des idées, certains avec une vraie volonté de vouloir créer des équipes, vouloir apporter une innovation. On a par exemple Arbitrum qui fait parler de lui dans le Layer 2, qui tient à apporter une innovation dans un sujet qui est jugé critique par rapport à l'évolution de la chaîne Ethereum. C'est hyper pertinent. Maintenant, est-ce qu'on croit dans cette équipe? Est-ce qu'on croit dans le projet? Est-ce qu'il y a une place par rapport à ça? On voit que c'est un peu comme pour les startups. Moi qui ai fait du venture capital pendant 15 ans dans ma vie, j'ai vu un nombre incroyable d'entrepreneurs me proposer tout un tas de choses. Et combien d'entre eux ont finalement réussi? Pas mal, mais tout le monde ne réussit pas. Donc, pour ces projets en fait là, dans lesquels vous avez des équipes, des propositions de valeur, vous avez une market adoption qui n'est pas toujours évidente, un market fit qui n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, ça demande beaucoup de temps. On l'a vu avec certains projets crypto. Et quelque part, c'est un pari à prendre. Un pari à prendre sur le long terme, parfois un pari à prendre sur le court terme, sur l'aspect spéculatif qui vous permet de gagner un peu de temps. Pour ça, il faut être quand même sacrément accompagné. On y reviendra, je pense, sur ce sujet-là. Donc, globalement, dans la grande masse des cryptos, quand vous regardez Bitcoin, Ether et quelques autres cryptos, vous avez quand même un signe global de progression qui est assez intéressant. Moi, quand j'ai repris la maison du Bitcoin, donc on était à moins de $1000. En fin d'année 2017, on a vu les 10 000 avec des gens effarés en disant c'est génialissime, etc. L'Ether, le premier client qu'on a accompagné à la maison du Bitcoin, on a acheté pour 100 000 euros à 10 euros l'Ether. Il est toujours client. L'Ether est à 1700. Faites le calcul. Sur le compte. Voilà. Donc, on peut gagner de l'argent. On peut gagner beaucoup d'argent. On peut en perdre aussi énormément, parce qu'on peut aussi décider d'investir finalement dans la bulle de 2021. Je vais vous l'avouer, en 2021, j'ai aussi investi à titre perso quand le Bitcoin valait 50 000. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il va continuer sa course. Finalement, on est dans un cycle toujours haussier. Il n'y a pas de raison que le cycle dit de bull market s'arrête là. Et quelque part autour d'octobre ou novembre, j'ai remis un peu d'argent. Bon. Manque de peau. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'en fait, Bitcoin et Ethereum, ça reste les références parce qu'en fait, c'est des sous-jacents qui sont les réseaux, donc les blockchains, en fait, qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire que c'est des écosystèmes, écosystèmes dans lequel Ethereum est plutôt réseau de paiement ou de la part de Bitcoin, qui ont fait leurs preuves et qui ont des sous-jacents solides, c'est-à-dire un écosystème ou un réseau de validateurs ou de mineurs et validateurs assez solides. Énormissime pour Ethereum, ouais. Tu le retrouves quand même sur d'autres cryptos. Alors, c'est très difficile d'aller partir dans la liste. Il y a des projets qui sont vraiment des vrais paris, sur lesquels il faut être, pour moi, accompagné, passer du temps, lire, essayer de faire sa propre opinion. Honnêtement, c'est pas si simple que ça. Personnellement, moi, je suis pas hyper à l'aise. En plus, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, je fais plutôt confiance à mes équipes. C'est pour ça que nous, on a mis des produits de gestion pilotée. Il y a des professionnels qui savent faire ça. Et puis, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Vous trouvez sur Internet tout un tas de sources d'informations et vous pouvez aller sur un site, un exchange classique, un Binance ou d'autres, et puis jouer aussi sur du pari. Je dirais que quand vous avez l'âme un peu plus boursicoteur, l'âme un peu plus parieur, que vous êtes intéressé par ces technologies, il y a des trucs assez intéressants à faire. Et puis il y a tout ce qu'on peut gagner aussi à côté en faisant du staking, en prêtant ces cryptos, en participant à des protocoles de DeFi, où là aussi vous pouvez faire de la fructification, on n'en parle pas nécessairement. Donc globalement, écosystème pas encore complètement mature, mais tu l'as touché du doigt, Bitcoin, Ethereum, on commence à y arriver, et globalement, je trouve que c'est difficile de dire que tu peux perdre de l'argent, il faut juste du temps, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour dire investir maintenant alors qu'on est à la moitié même en dessous du pic de 2021, c'est plutôt justement en fin de bear market qu'il est intéressant de commencer à regarder, parce que les évolutions attendues sur Bitcoin, avec le halving, avec halving, c'est 2024, avec globalement la massification, on n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles dans cet écosystème que depuis, de façon croissante. Déjà en 2019-2020, j'étais frustré au possible quand je regardais les cours d'Ethereum, parce que je me dis, mais c'est quand même assez incroyable, ce truc-là est le cuivre de demain,
C'est clairement une blockchain qui permet de développer énormément d'écosystèmes. C'est utilisé pour tout un tas de trucs et ça ne performe pas. Les gens n'y voient pas d'intérêt, alors que mince, si juste avant j'étais dans un ministère et j'essayais de leur faire la comparaison, c'est pas évident avec les gens d'un ministère. Et je leur disais, imaginez que vous investissez dès aujourd'hui dans toutes les usines qui permettent de faire les terres rares pour construire les véhicules électriques et faire des batteries. C'est plutôt un bon placement, non? Bon, là c'est un peu pareil. Donc vous dites, quand même, cette blockchain, elle est assez pertinente, elle a des évolutions, il y a des gens qui travaillent dessus, c'est sérieux. Moi, j'ai mis de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, ça continuera à développer. Bitcoin, on pourrait challenger. C'est possible. Je vais me faire détester, mais on pourrait challenger. Il y a d'autres cryptos sur lesquels il y a des vrais intérêts. En tout cas, sur cette crypto-là, ça me semble plutôt pertinent de dire que, quel que soit le cycle, avec du temps et avec de la croyance, je le redis, il n'y a que des bonnes nouvelles. Il y a à la fois un écosystème qui se développe, des institutionnels qui rentrent dans cet écosystème, des banques qui commencent à en parler, des projets qui se développent au niveau des entreprises dans le Web3, et tout ça sous-tend aussi. À un moment, il faudra de toute façon une sorte d'or numérique pour pouvoir mettre en dépôt quelque part, tu parlais de collatéral tout à l'heure, à un moment dans un système financier, je peux avoir besoin dans un système dans lequel je suis pseudo-anonyme, dans lequel je suis qu'une adresse, je manipule quelque chose, je peux avoir besoin de dire je mets un dépôt de garantie. Parce que si je mets pas un dépôt de garantie, on ne me fera pas confiance, on ne me donnera pas accès. Le Bitcoin peut être génial pour mettre un dépôt de garantie. Ça a de la valeur, ça peut être stable. Au bout d'un moment, tu le collatéralises et tu dis tiens, maintenant je peux jouer, je peux accéder à quelque chose. On commence à imaginer des choses qui sont intéressantes. Pour les autres cryptos, à nouveau, c'est compliqué, mais cet écosystème, il est extrêmement riche et c'est la valeur de l'accompagnement. Alors justement, il y a autre chose pour lequel la crypto est assez regardée, mais par contre, c'est là où préfèrent plutôt aller les institutionnels, ou en tout cas faire des expérimentations, c'est la fameuse tokenisation. Donc vous avez vu, il y a eu quelques expérimentations via Ethereum notamment. Alors, une émission, on va dire, de tokens synthétiques représentant, alors Maxime, tu pourras peut-être en parler, mais qui représentait justement des actifs du monde classique. Et ça, par contre, si la crypto, au niveau réglementaire, c'est encore un peu touchy pour les institutionnels et encore un terrain assez inconnu, alors surtout du côté réglementaire. Par contre, la tokenisation d'actifs, c'est quelque chose qui est très regardé. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui intéresse le plus, justement, les institutionnels classiques via la tokenisation? Et j'insiste bien, alors c'est peut-être une opinion personnelle, mais tokenisation d'actifs sur blockchain publique. Peut-être que tu peux préciser ce... Ok, alors moi je vais juste parler de ce que je sais et de ce qu'on fait. Et c'est comme ça que moi j'ai continué à apprendre en tant qu'entrepreneur, c'est en faisant. Donc après, je donnerai plutôt la main à Victor pour tout ce qui sera tokenisation d'actifs liquides, donc sur les marchés financiers dits traditionnels. Côté réglementation. Côté réglementation. Nous, on fait du non-coté. Et donc, en fait, on opère sur tout ce qui est non-coté. Donc, les boîtes non-cotées, c'est la boulangerie qui est à côté de chez vous, ou c'est certaines startups comme Coinhouse ici. Donc, par exemple, je pourrais tokeniser Coinhouse ou Ledger. On pourrait les tokeniser. Donc, concrètement, je me positionne sur un outil qui, en fait, historiquement, était un morceau de papier qui s'appelle le registre de mouvement de titres. Donc, c'est un classeur sur lequel on positionne un wallet A, un wallet B, et on fait des transactions. Et on donne à ce wallet qu'on a configuré des droits, donc des droits de vote, des droits de nantissement. Donc tous ces paramètres-là, c'est ce qu'on retrouve dans le monde qui a été présenté un peu avant, donc du Bitcoin ou ces outils-là. Donc nous, on a tokenisé en fait tout un nombre de sociétés. On doit avoir 2 milliards d'actifs tokenisés, donc c'est un grand chiffre. Mais globalement, c'est la valorisation des sociétés et on fait à peu près 20 à 40 millions d'euros de volume par an de financement. Donc à partir de là, aujourd'hui, quand on a 2 milliards d'actifs qui sont tokenisés, on peut récupérer l'aspect technologique qu'on a autour de la blockchain et on peut venir et nantir des titres. C'est un des exemples qu'on peut retrouver et c'est ce qui s'est notamment passé sur l'opération que tu décris juste avant. Et donc nous, on essaye de revenir à ces outils-là. C'est des outils financiers dits traditionnels qui existaient, qu'on veut un peu démocratiser à notre niveau parce que c'est des mécanismes assez compliqués qu'on veut démocratiser pour les entrepreneurs donc, qui sont du marché non coté, qui représentent 99,99999% des entrepreneurs de ce monde. Alors, je vais te poser une question un petit peu peut-être naïve, mais comme ça tu pourras y répondre de manière volontaire. On ne peut pas déjà le faire avec des outils classiques, ça? Qu'est-ce que ça change en fait de le transposer via une blockchain? Qu'est-ce que ça change en termes de peut-être de liquidité? Qu'est-ce que ça change sur la partie liquidité? L'enjeu, c'est juste
Aujourd'hui, Même tout, un investissement, en quoi c'est un plus? C'est-à-dire que c'est une technologie qui va permettre justement, comme disait Larry Fink, alors je sais plus si c'était en décembre, de révolutionner la prochaine... je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais en gros que ça allait révolutionner l'investissement dans la prochaine génération du marché. Quelque chose comme ça. bonne question. En fait, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait déjà le digitaliser, et c'est le terme qui est utilisé. Donc, il y a vraiment deux termes qu'il faut bien distinguer. Il y a la partie tokenisation et digitaliser. Digitaliser, on l'a sur un serveur, on l'a chez Amazon. Il n'est pas décentralisé. On est sur quasiment une blockchain qui est dite privée. Et l'autre aspect, c'est la partie l'opposé. Et dans ce sens-là, l'objectif, c'est de se connecter à un réseau, c'est de se connecter à l'autre réseau, qui est le réseau dit crypto, où on va pouvoir aller chercher cette liquidité et cette fluidité qu'on essaye d'apporter. Alors, comme on peut le voir, donc, la technologie intéresse de plus en plus, si ce n'est, va probablement, peut-être, en tout cas, que ce soit blockchain privée, publique, on verra quelle forme ça prend exactement, mais va composer une grande partie ou prendre de plus en plus de place dans le système financier. Et dans tout ça, Victor, forcément, on va se poser des questions de régulation. Quels sont les plus gros challenges régulatoires auxquels on est confronté en France et en Europe? Alors, on va peut-être pas de tout parler, je vais te laisser choisir peut-être de quoi parler, mais en crypto ou en tokenisation, qu'est-ce qui fait que la réglementation est bousculée justement par l'apparition de cette nouvelle technologie, de ces nouveaux types d'actifs? Il y a, alors, d'une part, la tokenisation, aujourd'hui, elle fonctionne, on sait comment faire et on peut la mettre en place. Il y a trois principaux problèmes qui ralentissent un peu l'évolution de ce mouvement, et on peut les nommer, c'est la fiscalité, la comptabilité et tout ce qui a trait au marché secondaire. Si vous êtes propriétaire d'un token qui représente une part dans une entreprise, donc techniquement d'une part dans une entreprise, ça c'est légal aujourd'hui, tout à fait légal en France depuis 4 ou 5 ans, mais vous ne pouvez pas l'échanger sur un marché secondaire où vous auriez un prix de marché et une capacité à récupérer votre investissement. Or, dans la crypto, on remarque, on constate depuis toujours que les gens achètent des tokens ou des cryptos en grande partie dans un but d'investissement et parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les revendre très facilement, que ce soit sur des plateformes centralisées ou des plateformes décentralisées. Donc spéculation. Il y a un but de spéculation qui est quand même très fréquent, faut bien l'avouer. Les usages non spéculatifs se développent beaucoup depuis 1 ou 2 ans, mais ne sont pas encore majoritaires. Donc si on n'a pas cette capacité à avoir un marché secondaire pour vendre son token, qui représente un actif dans le monde réel, ou plutôt le monde légal, parce que la crypto c'est réel tout autant que des parts d'entreprise, on a un premier obstacle, et en France et en Europe, on ne peut pas organiser un marché secondaire notamment de titres financiers, de parts d'entreprise, sans un ensemble d'agréments réglementaires très complexes et très coûteux. Voilà, ça c'est le premier problème. Et les deux autres problèmes, on peut les rassembler parce qu'ils sont très proches, c'est la fiscalité et la comptabilité. En France, par exemple, aujourd'hui, si vous vendez une seule action de SAS, quelle qu'elle soit, vous devez payer 25 € de frais d'enregistrement, droit d'enregistrement, auprès des services fiscaux, quelle que soit la valeur des parts que vous avez vendues. Donc vous pouvez vendre des parts pour une valeur symbolique de 1 centime, tout à fait possible si la SAS n'a pas vraiment de valeur, vous devez quand même payer ces 25 € de droit d'enregistrement. Et ça, en fait, si on organise un marché secondaire et qu'on avait la solution légale pour le faire, on devrait potentiellement payer ces droits à chaque fois. Donc en fait, il y a un décalage entre ce qu'on peut faire au niveau technique, qui est très avancé. Au niveau technique, on sait comment on pourrait faire pour, en quelques semaines ou quelques mois, recréer l'équivalent d'Euronext ou de la bourse de Paris, ou, enfin, en l'occurrence maintenant c'est une bourse qui est devenue européenne, avec de la composabilité, une capacité à mettre des actifs en collatéral en 3 clics pour faire des emprunts, des transactions conditionnelles notamment, qui est l'une des grandes avancées des blockchains inspirées d'Ethereum. On sait comment on peut faire ça, mais on ne peut pas le faire parce que le plan fiscal et le plan comptable n'ont pas encore évolué pour reproduire ces avancées technologiques. Au niveau comptable et au niveau fiscal, on reste sur le modèle du XXe siècle, en fait, c'est-à-dire des actions essentiellement papier ou dématérialisées, enfin en l'occurrence dématérialisées, mais qui n'ont pas vraiment vocation à circuler, et avec une composabilité quasi inexistante, des registres papier, des réunions d'actionnaires auxquelles on doit convoquer les actionnaires par
pas systématiquement lettre recommandée. Il y a quand même pas mal de cas où il faut faire des parutions dans des journaux d'annonces légales pour organiser son assemblée générale. Et quand on a les parts qui sont inscrites sur la blockchain, voilà, il n'y a pas encore dans la loi de mention qui dit qu'on peut convoquer les gens par un message dans une transaction sur Ethereum. Et ça, ce sera pas le cas dans plusieurs années, ou sur Discord. Ce serait pas mal, mais on peut le conceptualiser, mais on ne peut pas encore le concrétiser. Et je vais être un peu pessimiste. Donc je suis avocat maintenant. On parle beaucoup, très souvent, à des régulateurs ou à des représentants des ministères. Et on trouve parmi eux des gens qui sont très intéressés et très ouverts et qui ont envie d'être dans l'innovation. Mais on trouve surtout pas mal d'interlocuteurs assez conservateurs dont le principal credo, c'est si les choses fonctionnent telles qu'elles sont, on n'a pas envie de les modifier parce que ou bien c'est beaucoup de travail pour un retour sur investissement incertain, ou bien on craint qu'en bougeant, en modifiant des petits paramètres dans le système légal et réglementaire, on crée des effets de bord ou des conséquences inattendues qui vont ensuite être défavorables aux uns et aux autres. Donc en fait, on préfère un système archaïque mais fonctionnel à un système innovant mais un peu instable. Et ça, je fais toujours le parallèle avec les systèmes informatiques des banques, même s'ils ont sûrement un peu évolué depuis ces dernières années, mais la plupart des grandes banques en France et dans le monde reposent, à ma connaissance, sur une informatique qui date des années 80. Et elle fonctionne, malgré tout. Voilà. Peut-être avant justement de reparler de ces problèmes, en tout cas de ces questions réglementaires pour les entreprises et pour aussi les investisseurs particuliers, il y a une question quand même de sécurité. Donc forcément, Julie, je me tourne vers toi. Pour parler des enjeux de sécurité, parce que quoi qu'on dise, il y a des hacks pas quasiment, mais en tout cas des petits ou des gros, quasiment peut-être toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Il y en a un récemment qui a touché le Angle Protocol, le Aguro, indirectement, puisque c'est Euler qui... alors je crois que c'était un peu moins de 200 millions de dollars l'équivalent. Et dedans, il y avait 17 millions de USDC qui appartenaient à Angle Protocol, ou en tout cas aux clients et à la réserve de Angle Protocol. Quels sont justement aujourd'hui les enjeux de sécurité et est-ce que ce territoire sécuritaire, on va dire, au niveau de la crypto et de la blockchain, est-ce qu'il est trop... quels sont les enjeux justement et est-ce que c'est pas un peu trop vaste et parce que ça fait un peu un peu peur, on voit 20 millions par-ci, même 500 000 euros ou dollars. Comment est-ce qu'on fait justement pour se prémunir et est-ce qu'il existe déjà des pare-feux, des standards de pare-feu bien installés pour les institutionnels et puis aussi pour les acteurs particuliers? Donc c'est une très bonne question et en effet aujourd'hui c'est finalement la question que nous abordons avec les clients et avec les entreprises qui se tournent vers nous au quotidien et si demain et c'est la clé et c'est la base pour que demain ces entreprises justement adoptent cette technologie de la blockchain en ayant le bon niveau de sécurité. Donc aujourd'hui, l'ADN de Ledger, donc il y a 700, nous sommes 700 aujourd'hui chez Ledger, 70% des personnes chez nous sont des experts techniques, sont des développeurs blockchain, sont des experts sécurité. Donc c'est vraiment dans notre ADN, on a même une équipe qui ne fait que ça au quotidien, donc qui s'appelle le Donjon. Donc vous pourrez regarder quelques vidéos qui présentent un petit peu cette équipe-là. Et au quotidien, cette équipe ne fait que tester et tenter de hacker à la fois nos solutions, mais aussi d'autres solutions qui existent sur le marché. Donc aujourd'hui, notre conviction est de pouvoir nous appuyer sur à la fois une partie hardware, firmware et software. Et en fait, la technologie de sécurité qui est vraiment notre protection intellectuelle, le savoir-faire de Ledger, c'est cette petite puce de sécurité qui est la même technologie que ce qu'on retrouve dans les cartes à puce aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est la sécurité que nous avons dans notre plateforme, à la fois pour les... vous connaissez probablement les Ledger Nano S ou Nano X, qui sont les devices utilisés aujourd'hui par les consommateurs. C'est une sorte de clé USB. Absolument, ça ressemble à une clé USB, tout à fait. Les plus profanes entre nous. Et donc, en fait, la plateforme de sécurité qui aujourd'hui permet aussi de répondre aux besoins des entreprises
c'est la même chose, c'est cette même technologie, cette même sécurité qui est vraiment complètement intégrée dans cette plateforme, mais à laquelle on a ajouté bien évidemment toute la partie traçabilité, toute la partie scalabilité qui est nécessaire à l'échelle d'une entreprise, et aussi toute la partie gouvernance, donc gestion de la gouvernance, qui va avoir le droit d'accéder à quoi, qui va avoir le droit dans l'entreprise de faire telle ou telle transaction, et à quel moment. Aujourd'hui, nous travaillons avec pas mal d'entreprises qui se tournent vers ces sujets de tokenisation des actifs. Et le point d'entrée, c'est comment est-ce qu'on va sécuriser ces tokens une fois que la tokenisation est faite. Donc c'est exactement notre raison d'être, de pouvoir avoir la plateforme qui va permettre de protéger, de sécuriser tous ces actifs de manière en continu. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients, entreprises, qui utilisent notre plateforme, qui tourne 24/7 non-stop depuis 5 ans pour la partie entreprise, et $0 hacké, ni compromis, ni égaré depuis le début. Donc on est à la fois très content, mais humble, parce que la sécurité, c'est vraiment un travail quotidien. Et c'est pour ça que nos équipes ne font que ça aussi chez nous. Et alors, à part peut-être promouvoir Ledger, comment est-ce qu'on fait pour convaincre une entreprise de se dire qu'on va peut-être entièrement tokeniser ou mettre sur la blockchain, dans l'univers crypto, un certain nombre de choses, que ce soit des NFT, que ce soit son propre token, que ce soit aussi peut-être pour acheter du Bitcoin en propre, ou alors accepter de le confier à un prestataire de custody. Voilà, quelles sont les premières approches que vous avez justement avec ces entreprises? Parce que c'est quand même, quelque part, on se dit, en tout cas pour le moment, Ledger a jamais été hacké du côté crypto. Comment est-ce qu'on fait justement pour convaincre et pour se dire non, on sera jamais hacké, parce que c'est pas certain. Exactement. Donc ça, on peut pas le dire. La seule chose qu'on peut aujourd'hui dire, c'est avoir le bon niveau de sécurité est clé pour éviter de. Mais on ne peut pas. Comment est-ce qu'on réajuste les standards? Comment est-ce qu'on... Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducation. Donc il y a énormément d'éducation à faire sur le marché, et c'est vraiment le rôle que l'on joue aussi avec d'autres acteurs, d'ailleurs, avec d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons, qui accompagnent ces entreprises dans leurs projets très en amont. Donc je pense aux grands cabinets comme Deloitte, comme EY, PwC, Mazars, qui ont tous aujourd'hui testé et fait leur due diligence de sécurité autour de notre plateforme. Donc ça, c'est la première partie. Mais aujourd'hui, nous, quand je dis posséder, quand je disais en introduction que l'on permet aux entreprises de posséder leurs actifs digitaux, c'est le cas. On est vraiment sur 100% custody, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise a le contrôle entièrement de ses actifs numériques. Et nous les accompagnons dans la mise en place avec des acteurs que je viens de nommer pour mettre en place les bonnes règles de gouvernance, les bonnes règles de sécurité et s'assurer d'eux. Mais ils ont l'entière possession de leurs actifs aujourd'hui. Maxime, en termes de tokenisation d'actifs, justement, au niveau réglementaire et sécurité, est-ce que c'est des questions qui sont parfois infranchissables, même pour des plus petits acteurs ou pour des plus grands, ou alors est-ce que c'est des questions justement sur lesquelles ces acteurs-là, qu'ils soient plus petits ou plus grands, ont travaillé? Est-ce que ça effraie pas trop, justement, que ce soit la réglementation ou la sécurité? Ça dépend, tu vas me dire. Chez nous, en fait, la partie token, ça représente une part de l'entreprise. Donc, en fait, à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose qui est assez illiquide. Donc, au niveau sécurité, il n'y a encore aucun hacker qui est venu et qui a réussi à craquer nos wallets qu'on détient pour le compte de nos utilisateurs. Donc, nous aussi, on ne s'est jamais fait hacker. Mais en dehors de ça, pour le moment, ça n'a jamais trop choqué. On est plutôt vraiment sur du système de paiement dit traditionnel, très financier. On n'a pas eu encore concrètement l'accord pour faire du crypto contre titre dans le cadre de nos opérations régulées.
Donc on l'a déjà fait sur des opérations privées, avec des partenaires PSAN, mais on n'est jamais allé plus loin, quoi. Jamais plus loin pour l'instant. Et est-ce que dans les discussions, justement, quels sont les enjeux qui reviennent le plus souvent? C'est la partie régulatory. Ça inquiète. Ou sinon, c'est trouver des solutions fiscales pour faciliter l'opération. Donc Victor décrivait en fait concrètement différentes barrières qui étaient créées par l'historique et le legacy de notre système financier et juridique. Et donc en fait, on a créé et on utilise des coquilles vides qu'on appelle Special Purpose Vehicle, dit SPV, où en fait on stocke l'ensemble des investisseurs dedans et on facilite en enlevant toutes les règles au maximum d'une gouvernance qu'on peut retrouver dans des entreprises. Et donc c'est là où en fait l'aspect de tokenisation va vraiment avoir lieu, c'est-à-dire on ne détient pas en direct les parts d'une société, mais on détient les parts d'un véhicule où on a facilité toute cette opération. Et là, EquiSafe a un service un peu comptable, juridique, et on fait toutes ces opérations pour le compte des dirigeants ou des investisseurs. Donc l'investisseur n'a pas l'impression. Lui, il reçoit juste un token en échange des euros qu'il a versés. Et la sécurité, on la détient pour lui, on détient le registre de mouvement de titres pour lui. Nicolas, j'aurais deux questions justement pour faire la transition par rapport à ça. D'une part, quelles sont les questions les plus fréquentes, parce que vous travaillez avec des grands groupes, surcroît en plus français, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, ou en tout cas les questions qui, lors de la première approche, sont le plus souvent revenues? Et en termes d'investissement, justement, quelles leçons on tire justement de l'année 2022, qui a été quand même hyper mouvementée, aussi pour vous, notamment avec les livrets crypto? Quelles leçons on tire justement pour l'avenir et pour peut-être faire émerger aussi d'autres offres, puisque l'investissement crypto, l'écosystème en aura besoin justement pour grandir? Sur la partie investissement, ce que les clients entreprises, grands comptes vont poser, c'est souvent l'offre que vous avez, et je vais rebondir du coup sur ce que disait Julie, en matière d'accompagnement pour l'investissement et accompagnement pour la sécurisation. Comment vous allez sécuriser mes actifs? Donc nous, on s'appuie sur les technologies de Ledger, c'est public, pour la partie cold storage, et puis on a différentes offres. On a une partie ultra sécurisée dans laquelle on peut même proposer, grâce à la technologie de Ledger, aux clients de gérer avec nous en multisig la gestion de ses fonds. Nous, on ne peut pas y accéder, lui ne peut pas y accéder, c'est seulement ensemble qu'on peut y accéder. Ça, c'est très sécurisé. Ça a un inconvénient, c'est que c'est moins flexible, parce qu'il faut qu'il y ait de la disponibilité pour les gens, et vous ne pouvez pas vous réveiller à 3h du matin pour faire une opération si vous en avez envie. En tout cas, bon, après tout, ce n'est pas la demande non plus aujourd'hui. Les gens sont plutôt dans la sécurisation. On a sécurisé notamment pas mal de NFT qui représentent des lands dans des métaverses. Vous avez entendu parler de The Sandbox ou d'autres. Quand on a accompagné Carrefour, c'est de notoriété publique, quand ils sont rentrés dans le métaverse, ils ont donc acheté à travers nos services, ils ont versé des euros, on leur a acheté un land, celui qu'ils voulaient. On connaît bien les équipes de Sandbox avec lesquelles on est en partenariat, et puis on a récupéré donc des Ethers, on a fait l'opération, puis la question se pose, qu'est-ce que j'en fais de ce land? Le directeur financier, lui, il ne sait pas trop, et c'est pareil pour la direction générale. Donc là, on le conserve. C'est pas suffisant, parce que nécessairement il y a des parties prenantes externes, des agences et autres qui ont besoin de manipuler le land. Donc là, on va plutôt leur proposer des solutions hybrides. Donc on voit qu'il faut des solutions dans lesquelles les gens ont accès et offrent aussi une voie d'accès en écriture sur certains aspects du smart contract. Ça marche bien pour le Web3, ça marche pas pour le Bitcoin par exemple. Mais donc souvent des questions autour de comment vous sécurisez et quelle offre vous proposez. Et là, nous, on va leur dire, certains grands groupes ont tout intérêt à sécuriser eux-mêmes leurs fonds, et c'est la possibilité qui est offerte à tous nos clients. D'ailleurs, vous pouvez acheter des cryptos, les retirer, les mettre sur votre wallet, c'est complètement possible. Vous pouvez aussi décider de les conserver chez nous, vous pouvez faire un mixte. Il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Principalement leur demande au niveau client, sécurisation offre. Sur la façon dont ils vivent l'année 2022, plutôt bien, au sens où globalement, pas mal de gens qui étaient dans les cryptos déjà à la fin 2022. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés dans les cryptos fin 2021. Malheureusement, il y a une mauvaise tendance qu'on a tous, et je vous l'ai dit, je l'ai même fait moi-même.
On commence à investir parfois parce qu'il y a l'engouement. On se dit que le secteur est porteur, on ne voit pas forcément la fin d'un cycle, on ne sait jamais d'ailleurs nous-mêmes le définir, et avec exactitude. Et donc on investit parfois au mauvais moment, au plus haut. Parce que les médias en parlent, parce que tout le monde en parle, parce que bon, finalement, c'est un peu l'excitation du moment. Généralement, les gens qui ont fait ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont très vite dégoûtés, ils revendent très vite dès que ça commence à plonger. Et puis le début de l'année 2022 a été marqué par l'affaire Terra Luna, un peu plus tard Celsius. Il y a eu la guerre en Ukraine, donc des facteurs macro, globalement une baisse des marchés, il y a quand même une corrélation. Donc il y a pas mal de gens qui sont partis à ce moment-là. Puis les autres sont restés et d'autres sont venus. Ceux qui sont venus dans un marché bear, un marché où la crypto est difficile à appréhender, où les gens en parlent pas très bien. Toi, tu es un journaliste non seulement sympathique, mais ouvert à la crypto, tu t'y connais vachement bien, et tu es dans un média qui a son opinion, mais maîtrise bien le sujet. Il y a pas mal de journalistes dans d'autres médias qui racontent régulièrement la mort du Bitcoin, les cracks, qui vont avec emphase et amplitude sur des sujets qu'ils ne nécessitent pas, quoi. Et donc il y a pas mal de gens qui voient ça, mais qui continuent quand même à investir. Donc quelque part, quand ils voient arriver des affaires comme FTX ou d'autres, il y en a pas mal qui se disent « Ok, ça fait partie de la vie. Je veux dire, FTX, c'est une escroquerie. On a tous vécu l'affaire Madoff en étant plus ou moins impliqués. On a tous vécu des crises économiques. On n'a pas arrêté de mettre notre argent dans les banques ou de faire des placements ou de faire confiance à un système financier qui, quand même, commence à sentir un peu mauvais. Mais globalement, on n'est pas tous partis en courant dans la forêt avec notre argent sur le bras et en se disant tiens, je vais essayer de monter au plus haut des arbres, quoi. Donc c'est pas vrai. Donc en fait, il y a plein de gens qui vivent très bien avec ça et qui se disent bon bah voilà, c'est la vie. FTX, on a maintenant une explication qui commence à sortir. Et puis pour le reste, des effets de chaîne. Quand tu as un acteur qui pèse presque 10 milliards sur un écosystème, dont l'une de ses filiales prête de l'argent à d'autres personnes et en emprunte, et pèse quand même pas loin de 10 milliards, nécessairement, ils n'empruntent pas qu'à monsieur et madame Michu, et d'ailleurs peut-être tant mieux pour monsieur et madame Michu, ils empruntent à d'autres institutionnels, et puis c'est un marché qui est concentré, un marché qui est jeune encore. Donc malheureusement, ça a foutu pas mal excusez-moi du terme, pas mal de bordel. Ce qu'on voit quand même sur ces systèmes aujourd'hui, c'est que les gens qui ont été impactés, beaucoup sont en train de s'en sortir. Et je pense que ça a été... Tu dis beaucoup de s'en sortir, c'est-à-dire... des gens comme Genesis ou d'autres, nous, les informations qu'on a sont plutôt positives. Et j'ai un de mes coéquipiers qui était chez BNP Paribas pendant 25 ans et qui a vécu les Lehman Brothers. On rappelle juste Genesis, c'était une énorme plateforme de lending au monde qui emprunte et prête de l'argent pour des institutionnels, qui a gelé en fait ses avoirs, qui était l'une des plateformes les plus avancées au niveau mondial. Et là, on est sur des niveaux... donc elle a été bloquée, elle est en Chapter 11. Il y a un projet pour la sortir de Chapter 11 en discussion. Et les assets qu'il montre aujourd'hui aux juges américains et à tous les créanciers, etc., sont quand même solides. Il y a de l'argent, c'est pas n'importe quoi. C'est pas l'affaire FTX ou... c'est pas le FTT, ouais. Ouais, il a fait un peu n'importe quoi, etc. Là, vous avez quand même une société qui a eu malheureusement des difficultés, mais quelque part, elle avait un bilan et il y a de l'argent derrière. Et comme le disait un de mes collègues, donc, dans l'affaire Lehman Brothers, finalement, tout le monde a récupéré son pognon. Ça a mis du temps, mais les gens ont récupéré l'argent. Donc, c'est pas parce qu'il y a une crise que c'est la fin d'un système. Ça peut faire mal, mais on est tous dans un secteur financier. Si vous voulez pas de risque, il faut investir dans un livret A, mais pas sur les Silicon Valley Bank, s'il vous plaît, ni peut-être chez Crédit Suisse ou d'autres sociétés. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais le dépenser. Voilà. Avec l'inflation, ça va faire monter encore un peu plus l'inflation. C'est bon pour le Bitcoin. Justement, avant de passer à l'aspect, justement, voir un petit peu comment la régulation a géré tout ça. Alors d'abord peut-être revenir justement sur comment les régulateurs gèrent tout ça, perçoivent tout ça. Victor, du côté français et européen, est-ce qu'on arrive à faire la différence justement entre un acteur comme FTX, dont on s'aperçoit que parfois il n'y avait pas forcément de reporting assez correct, ou en tout cas les reportings ont disparu au moment où le liquidateur est arrivé,
Comment est-ce que justement on fait la différence pour le régulateur entre des projets qui sont jugés entre guillemets sérieux, solides, pour construire la régulation? Et est-ce que quand on est régulateur, on n'est pas un peu effrayé de se dire attendez, on va tout remettre à plat comme ce qui semble se dessiner aux États-Unis? Quelle position nous on a, enfin nos superviseurs ont en France et en Europe de manière générale? Alors, c'est assez volatile, pour être honnête. Ça évolue assez vite en fonction du discours, notamment médiatique. FTX a eu un impact vraiment très important sur les régulateurs qui se sont rendus compte du jour au lendemain que certains de leurs interlocuteurs peuvent très bien présenter, être très professionnels, avoir 15-20 ans d'expérience dans l'industrie financière et en fait travailler pour des entreprises qui vont s'avérer être des arnaques, comme c'était le cas de FTX. Alors FTX, c'est différent. Ça a été fondé par des gens qui étaient très jeunes, qui avaient très peu d'expérience, mais ils ont recruté très vite des gens assez capés, notamment dans les fonctions juridiques, en conformité et dans les directions financières. Et c'est ces gens-là que les régulateurs avaient comme interlocuteurs. Donc à ces gens-là, les régulateurs font confiance parce qu'il y a une proximité culturelle, ils ont fait les mêmes écoles, ils parlent la même langue, ils ont les mêmes références, ils ont parfois travaillé dans les mêmes entreprises. Donc on leur fait confiance. Et quand on se rend compte que FTX était en fait une énorme fraude qui, en fait, il y a eu un article du journaliste Matt Levin il y a quelques jours sur le sujet. Il disait, en fait, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il fait bien les choses et met en garde en disant, parce que très souvent, on avait Sam Bankman-Fried qui postait des tweets en disant très important de bien stocker ses cryptos, de bien gérer son risque, d'utiliser des mots de passe renforcés, de faire de l'authentification à 2 facteurs. Et on a appris il y a quelques jours qu'il stockait une grande partie des clés privées en clair sur des clouds avec des règles pour y accéder complètement vaseuses ou une partie de l'entreprise. Il y a même des mots de passe sur le Slack. Pardon ? Sur le Slack, il y a même des mots de passe. C'est ça. Et en fait, il y a une différence entre le discours et la réalité. Et quand les régulateurs se rendent compte qu'on ne peut pas en fait complètement faire confiance au discours, ça leur fout un choc et ça les stresse. Ça les stresse parce qu'en fait, le régulateur, il faut se mettre à sa place. Il engage un peu sa signature quand il accorde un agrément ou une autorisation à un acteur. Et lorsque un acteur qui a été autorisé s'avère être aussi frauduleux qu'FTX, le contre-coup pour le régulateur qui lui a donné une autorisation derrière est vraiment calamiteux. Et derrière, il y a des enjeux de carrière, des enjeux de réputation pour un certain nombre de personnes en fait, assez seniors. Donc ils sont quand même assez stressés. Et après, il y a une certaine volatilité qui est que on est dans la réaction, c'est-à-dire on voit FTX et les politiciens et les régulateurs vont se demander comment réagir pour éviter le prochain FTX. Alors on a le règlement MiCA qui va arriver, qui va être voté d'ici quelques semaines et qui va rentrer en application dans 1 an et demi. Et en fait le règlement MiCA, il est déjà négocié, il ne va plus évoluer. Donc en fait les régulateurs se disent qu'est-ce qu'on peut faire en attendant MiCA pour aller un peu au-delà de MiCA, anticiper pour éviter que le prochain FTX se passe en France. Et pour l'instant la seule vraie solution qu'ils ont trouvée en France, ça a été d'accorder des pouvoirs d'exception aux régulateurs en cas de suspicion de difficultés au niveau d'une entreprise réglementée comme Amsan. Voilà. Donc, en somme, demain, le régulateur pourrait, si CoinHouse se retrouve en difficulté, de manière assez arbitraire, nommer un administrateur judiciaire et prendre le contrôle de l'entreprise. Et ça, en fait, c'est une décision, enfin, c'est une loi qui a été votée un peu dans la panique et sans véritable étude d'impact, qui pourrait s'avérer un peu excessive. Mais après, pour terminer, il y a une énorme différence entre les régulateurs américains et les régulateurs, on va dire, européens. Les régulateurs américains il y a 2 éléments que tout le monde constate ces dernières semaines. D'une part, ils ont un budget colossal qui leur permet de poursuivre des dizaines et des dizaines de projets parce qu'en fait, ça demande des ressources humaines très importantes. Il faut des juristes très qualifiés, en l'occurrence, pour déployer toutes ces procédures de contentieuses. Et d'autre part, il y a une volonté flagrante de la part du président actuel de la SEC de nettoyer vraiment au Karcher l'écosystème crypto et d'imposer des règles drastiques, tout en sachant pertinemment qu'elles ne sont pas adaptées, mais simplement avec une volonté politique complètement assumée de décourager l'investissement dans les cryptos et l'usage des cryptos. Et ça,
On n'y est pas encore en Europe, d'une part parce que les régulateurs ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de personnel qui est affecté à la supervision et la régulation des cryptos, et également parce que cette volonté politique de vraiment freiner le développement de l'écosystème crypto n'est pas encore présente, même si au niveau des stablecoins en particulier, on commence à prendre conscience que l'utilisation massive des stablecoins comme moyen de paiement n'est plus quelque chose qui va être durablement toléré ou vu positivement par les régulateurs. Donc ils vont essayer de trouver des moyens de décourager l'utilisation des stablecoins. Donc voilà, ça c'est des thèmes dont on discute. Mais globalement, oui. Il est préférable aujourd'hui de développer des projets crypto en Europe par rapport aux États-Unis, mais c'est pas dit que dans quelques mois, on n'ait pas le même raisonnement en remplaçant Europe par Singapour, ou peut-être malheureusement des pays du Golfe. Je dis malheureusement parce qu'ils sont quand même assez associés avec les influenceurs et beaucoup de projets douteux, mais on a encore du mal à voir quelle juridiction pourrait être dans la sphère, on va dire un peu les pays occidentaux, un véritable havre de paix et vraiment ouverte pour les cryptos, peut-être la Suisse. Mais bon, voilà, tout le monde ne peut pas aller à Genève ou à Zurich. On a encore combien de temps, Bilal 20 minutes, un quart d'heure, ok. Du coup, Julie, je me tourne vers toi. C'est justement, est-ce que vous avez analysé un petit peu les failles de comportement ou structurelles de FTX, je sais pas, ou d'acteurs comme ça, justement parce qu'il y avait quand même pas mal de failles de process en tout cas. Comment une entreprise comme Ledger analyse ça? Est-ce que vous avez analysé particulièrement FTX? Et après, ma deuxième question, un petit peu personnelle, puisque ça m'intéresse, la self-custody, la manière de faire son dépôt et de détenir ses cryptos, justement, quelles sont les demandes et qu'est-ce que vous constatez le plus? Est-ce que les entreprises ont envie de détenir elles-mêmes leurs cryptos, ou alors est-ce qu'elles délèguent la plupart du temps, alors soit via une solution comme Ledger, ou alors est-ce qu'elles demandent justement de travailler avec d'autres acteurs et d'autres prestataires, de type Fireblocks ou Metaco, ou des entreprises comme ça, Cooper, par exemple? Donc Fireblocks et Metaco, par exemple, sont des solutions qu'on peut identifier comme concurrentes à ce que nous proposons, nous, chez Ledger, pour les entreprises. Et la première partie de ta question, c'était ? Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez étudié le cas FTX ou Celsius, enfin des acteurs comme ça, et quelles leçons vous en tirez, vous, personnellement, parce que vous travaillez justement avec les entreprises pour élaborer justement des process de sécurité et d'accès aux fonds. Donc là, en effet, dans le cadre de FTX, on en a parlé tout à l'heure, on est vraiment dans un cadre de fraude. Donc je dirais qu'à un moment donné, on a beau donner des conseils et apporter et partager les meilleures pratiques, je vais essayer de limiter les anglicismes, les bonnes pratiques aux entreprises, quels sont les standards de sécurité, quels sont les standards pour une entreprise avec la plateforme de sécurité qui va bien, les règles de gouvernance, si l'entreprise derrière ne l'applique pas volontairement, et c'était le cas vraiment de FTX qui utilisait des solutions qui étaient absolument pas... Un peu archaïques, ou en tout cas pas... Pas du tout à l'échelle d'une entreprise où n'importe qui pouvait pas, d'ailleurs c'est le cas, c'est ce qui s'est passé, partait avec les clés, pour être même très très juste, sans aucun moyen de pouvoir, sans aucune règle de gouvernance mise en place. Mais c'était en effet volontaire. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que cet épisode, fin 2022, a vraiment accéléré le lancement de toute une partie d'éducation où les entreprises sont devenues beaucoup plus à l'écoute, finalement, d'avoir constaté un petit peu ce qui s'était passé sur le marché, qui a complètement bouleversé pas mal de choses, de croyances. On entendait ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, énormément d'intox sur le fait que y a plus, le marché s'écroule et on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Non, c'est pas du tout le cas, et du coup ça a permis en fait à un certain nombre d'acteurs et même à nous-mêmes de nous rapprocher de certains acteurs, mais je dirais plutôt des acteurs conseils, des acteurs, des régulateurs, qui, pour ensemble, finalement, partager on a communiqué sur le Call for Global Standards,
donc qui dicte et qui cite un petit peu, et on ne voulait pas que ce soit Ledger, parce que quels sont tous les acteurs, on l'a travaillé ensemble, avec CoinHouse aussi, des clients font partie de ce Call for Global Standards qu'on a lancé et qui permet finalement d'une seule voix de dire voilà, il y a 5 règles qui sont nécessaires à adopter pour une entreprise qui aujourd'hui veut pouvoir évoluer sur ce marché en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des standards de sécurité? Est-ce qu'il y a des standards, par exemple, comme on a en informatique dans des process? Est-ce qu'aujourd'hui, pour la crypto, on a des standards? Et quel est le niveau de connaissance en première approche que vous avez avec les équipes avec lesquelles vous travaillez? Parce que c'est quand même un nouveau territoire, c'est très compliqué. Voilà, comme c'est des réseaux très ambitieux, c'est forcément un niveau de sécurité. On rentre dans un autre univers. Donc, quel est le niveau de connaissance, justement, au départ, quand vous commencez à travailler avec ces entreprises? Le niveau de connaissance côté entreprise? Oui. Alors, donc il y a de tout, mais la plupart du temps, ces entreprises ont besoin d'être éduquées de A à Z, mais vraiment. Et donc, c'est à ce moment-là où ça dure extrêmement longtemps. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ces entreprises se font accompagner par beaucoup d'acteurs, parfois même plusieurs grands cabinets. Ils se tournent vers plein d'experts pour essayer. C'est un peu comme quand on a quelque chose d'un peu sérieux, on va avoir plein de médecins qui sont spécialistes de cette petite chose-là, en se disant, tiens, est-ce qu'il faut vraiment l'enlever, ce truc-là, ou pas? C'est un peu ça. Donc, en fait, les entreprises aujourd'hui, et on a d'ailleurs, nous, on est en train de vraiment lancer toute une partie éducation qui est capitale, en mettant dans ce travail-là des experts, de vrais experts qui vont porter la partie légale, la partie taxe, mais là, qui représente une vraie expertise. Parce qu'aujourd'hui, il faut éduquer à la fois le CFO, dans l'entreprise, mais il faut éduquer chaque rôle, en fait, dans l'entreprise. Et c'est vraiment ce que l'on constate, parce que chaque personne va avoir des challenges différents, et ils ne sont pas familiers de ce que la blockchain et le Web3 permet de faire aujourd'hui. Donc, en fait, il y a une partie éducation qui prend beaucoup de temps en amont. Et on constate quand même que les entreprises ont vraiment besoin d'accompagnement énormément. On a peu d'entreprises aujourd'hui qui maîtrisent le sujet de A à Z. Et c'est la raison pour laquelle on organise des ateliers de travail lors desquels on met un certain nombre d'acteurs autour de la table qui vont porter chacun une expertise différente à côté de nous pour pouvoir répondre en fait à toutes les questions de l'entreprise. Je vais me tourner vers Maxime et Nicolas. Peut-être Maxime en premier. Moi, en tant que journaliste, alors ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 an et demi que je fais à 95% de mon temps en tant que journaliste de la crypto. Et c'est vrai qu'il y a 2 choses qui parfois m'étonnent en tout cas. C'est le manque de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'énormément de bras, on a besoin d'énormément de développeurs, de compliance, d'avocats, par exemple, justement pour accompagner les projets. Et souvent, il y a des projets qui, sur le papier, sont des super idées, mais au niveau technique, il y a encore pas mal de failles. Et surtout, il y a à la fois un risque management qui, quand même, parfois fait un peu peur, et d'autre part, des connaissances de la régulation qui sont un peu, on va dire, en dessous du niveau requis pour développer correctement un projet, quoi. Donc, vous, de votre expérience, justement, on est dans une phase d'expansion. Et qu'est-ce que vous constatez, vous? Est-ce que déjà vous constatez ça parfois quand même, qu'il y a un déficit de bras, on va dire, dans l'écosystème pour qu'il continue à se développer? L'année dernière, on a vu beaucoup de monde arriver sur le marché. C'est sûr que du coup, il y avait beaucoup de personnes à éduquer en même temps. Et maintenant, on s'en est un peu rendu compte dernièrement. Et dans l'idée, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bref. Donc dans l'idée, on s'est rendu compte de ça, on a éduqué pas mal de gens sur nos thématiques à nous, ce qu'on pouvait faire. Même en interne, à chaque fois, on récupère et on passe par une première phase où on remet à niveau sur la partie financière ou juridique. Mais la partie blockchain, c'est pas quelque chose qui reste appris et ça s'apprend un peu sur le terrain, quoi, concrètement. Parce que ça bouge beaucoup, c'est quelque chose qui évolue quasiment constamment, que ce soit la régulation,
la technologie aussi. On a alors les Soundbound tokens, plein de choses qui apparaissent. Et c'est vrai que c'est très prometteur, mais comme il y a un foisonnement technologique assez impressionnant, justement, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça, justement? On a un associé qui est un peu fou et qui suit tout, et on compte sur lui pour qu'il nous rapporte les bons trucs. Okay. On peut s'inscrire à la BBS et suivre la question est un peu vaste. En effet, un écosystème qui se développe, il y a forcément... Déjà, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent vraiment et qui continuent à venir dans l'écosystème, ce qui est plutôt moteur, parce que je pense qu'on doit aussi porter l'emploi, porter l'innovation au sein des entreprises. Et donc, on n'a pas de... Quand on met une annonce, par exemple pour des jobs, que ce soit en conformité, c'est un peu plus délicat. Conformité juridique, j'avoue que c'est vraiment difficile de recruter. Mais que ce soit en tech, en marketing, en sales, on a assez vite beaucoup de candidatures. Et les gens sont hyper motivés. Ça les intéresse. Beaucoup de gens sont prêts à quitter des jobs dans des belles boîtes et à se lancer, en fait, ce qui est une opportunité aussi pour nous. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent et qui ne connaissent pas grand-chose. Est-ce que vous en formez beaucoup chez Coin? En fait, quel est le niveau de formation? C'est un ADN de base, mais je pense que Bilal aussi a le même. On fait partie de ces entrepreneurs qui sont maintenant présents depuis un petit moment. La maison du Bitcoin, c'était un lieu de pédagogie, la maison du Bitcoin. Mon associé, qui est également cofondateur de Ledger, Manuel Valente, proposait tous les midis des meet-up. C'était gratuit et vous veniez pour venir découvrir ce qu'était la crypto. Vous pouvez poser tout un tas de questions. À une époque, en 2015-2016, ils avaient fait venir Vitalik, ils avaient un vrai intérêt. Tout l'écosystème français, qui est quand même assez foisonnant, autour d'Ethereum France, autour de tous ces gens qui ont créé cet écosystème. Ledger, c'est quand même la rencontre à la base, notamment de Nicolas Baca, qui a amené la technologie autour de la carte à puce, d'Éric Larchevêque, de gens comme Pascal, qui ont rejoint plus tard, de gens qui se connaissaient vachement. Tous ces gens-là, ils connaissent des gens de la Bitcoin, des développeurs Bitcoin Core, qui connaissent bien cet écosystème, ils sont vraiment capables d'en parler. Donc il y a un terreau français que vous n'avez pas nécessairement ailleurs. Je pense qu'il se retrouve dans certaines villes en Asie. Je pense que clairement aux États-Unis, il y a aussi cette zone. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on a quand même encore des bons niveaux en maths, parce que tout ça, c'est quand même assez proche du développement et des maths, théorie des graphes et autres. Donc c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc on a une base. Il n'y a pas énormément de formation. Il y a Alira qui est bien, il y a d'autres cursus. Mais nous, on a pas mal essayé de pousser dans les cursus aussi universitaires autour de la conformité, des masters bancaires, etc., pour ouvrir ça. On enseigne, justement, Manuel enseigne à Polytechnique et à HEC sur le master entrepreneur blockchain. C'est là que sont sortis certains projets, comme Aplo, par exemple, qui est typiquement Oliver Yates, qui est un des patrons aujourd'hui de l'écosystème, a fait ce master et a créé des trucs. Donc, il y a un écosystème. On arrive à créer des entrepreneurs. Tu penses à ceux de Ternoa ou autres. Tout ça sont des gens qui ont la tête, je pense, plutôt bien faite. Après, on ne tire pas une boîte à 4 personnes. Il faut tout un tas de ressources. Et là, c'est vrai qu'on galère un peu. On galère. Mais ça va venir. Après, nous, on a l'habitude de former sur le terrain. On prend des gens et puis on leur explique des choses. On préfère une tête bien faite qui va vite comprendre en fait des éléments. Après, tu mets pas un développeur Solidity, tu lui fais pas faire de la compliance et l'inverse non plus, quoi. Donc, on essaie de régler un peu. Maintenant, ça pèse sur une de tes questions, c'était la qualité de l'écosystème et des projets de façon globale. Oui. Mais ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, autant sur Bitcoin, Ethereum et quelques grandes cryptos, tu vas rencontrer en fait les gens de Polkadot ou d'Avalanche. On a des proches de nous comme Marc, qu'on connaît, qui est parmi les acteurs clés autour de ça. Nomadic Labs avec Tezos, il y a quand même des gens qui sont présents en Europe, qu'on peut aller voir on aime ou on n'aime pas les projets autour de Cardano, mais il y a des équipes assez solides. Après, pour tous ceux qui se créent, oui, c'est pas forcément hyper évident, mais je reviens au point de tout à l'heure, c'est forcément il faut laisser aussi les gens
avoir des rêves de jeunesse et de se dire tiens, je peux imaginer un nouveau projet sur une blockchain et faire un truc incroyable. Et ça marche pas, hein, mais voilà, les compétences sont celles que tu trouves dans l'entrepreneuriat en général. Je voudrais aborder un dernier point, si je peux, Bilal. Sur justement, alors, c'était une narrative qui revenait souvent. Alors, j'en profite d'abord pour dire que d'ailleurs, dans le journalisme, en termes de crypto-blockchain, on a absolument besoin de bras. Donc, s'il y en a qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a envie de se lancer dans le journalisme, vous êtes mieux payé que la moyenne de manière générale dans le journalisme. Donc, il y a des salaires assez divers. Donc voilà, vous pouvez quand même... il y a énormément besoin de bras. C'est aussi pour souligner que voilà, partout, comme c'est un écosystème qui grandit énormément, on a besoin de bras. La dernière question, en tout cas le dernier point que je voudrais aborder avec toi, Victor, et d'autres, si vous voulez participer aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens critiquent de manière régulière la régulation, et pas que sur Twitter, parce que forcément on sait que sur Twitter c'est très actif, le City, bref. Est-ce que finalement, avec l'arrivée récente, notamment de Circle, qui a annoncé son intention, alors qui n'a pas encore obtenu son enregistrement PSAN et qui n'a pas encore été agréé comme établissement de monnaie électronique, mais en tout cas qui a annoncé son intention en tout cas de se réguler en France pour rentrer en Europe, ce qui est quand même un signe fort. Est-ce que finalement, la loi Pacte et tout ce qui s'en est suivi, finalement, ça marche, quoi? La réponse, c'est oui. Vraiment, clairement oui. La loi Pacte, elle a été un peu critiquée à l'époque parce que c'était de bon ton, même par nous, hein, on peut l'avouer rétrospectivement, de dire ok, on régule, on est les premiers régulés, c'est pas régulé en Suisse, c'est pas régulé en Allemagne, pourquoi on régule, etc. Finalement, en fait, ça a créé un écosystème avec à la fois des acteurs régulés comme CoinHouse qui inspirent confiance, et très important, qui ont des partenaires institutionnels qui font confiance à CoinHouse. On peut, Nicolas l'a pas dit, mais la banque Odo, qui est une banque quand même assez, pas de premier plan, mais assez importante, et investisseuse dans CoinHouse, et a vocation à développer sûrement des partenariats avec CoinHouse. Ça, en fait, c'est grâce au statut régulé qu'on a obtenu à l'époque, en 2018-2019, avec la loi Pacte. Et en fait, ça cristallise en France un écosystème où on a à la fois des entrepreneurs, du capital risque, une compétence juridique et réglementaire, et des développeurs, évidemment, qui, comme l'écosystème se développe, sont incités à rester en France et à travailler pour ces entreprises-là. Une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai vu ça aujourd'hui, en Belgique, donc un pays qui... On ne parle pas de Chypre ou de petits pays européens, ou d'Andorre, comme un pays qui a plusieurs millions d'habitants. Il n'y a, à ma connaissance, pas un seul équivalent PSAN. Pas un seul. Ils ont un statut, mais ils n'ont encore enregistré personne, parce que le régulateur, d'une part, est probablement trop contraignant ou pas assez ouvert, et parce qu'il n'y a pas d'écosystème. C'est quand même un pays assez important, la Belgique. Il y a Bruxelles, qui est la capitale administrative de l'Union européenne. Il y a un grand nombre d'entrepreneurs et de têtes bien faites, mais il n'y a pas le moindre écosystème crypto. On peut se comparer à l'Allemagne, en fait, qui nous concurrence en Europe. À part le Royaume-Uni, objectivement, pas grand monde. Il y a des belles boîtes. Il y a Bitpanda en Autriche qui est une très belle boîte. Il y a quelques belles boîtes en Espagne. Une belle boîte en Espagne. Ouais. Mais la concentration, quoi? Ok. Il y a Ellipsis, ouais, on peut les citer, mais la concentration en France d'acteurs, on va dire, à la fois régulés, qui sont en capacité de lever des fonds et de créer un écosystème et d'employer des talents, et je pense est assez incomparable. Et ça se traduit évidemment par le fait qu'on ait réussi à attirer en France le siège européen de Binance, le futur probable siège européen de Circle, le siège européen de Crypto.com, et on est en balance pour le siège européen de Coinbase. Donc une fois qu'on a ces quatre-là, a priori, c'est plié. A priori, la France est le hub de l'Union européenne pour la crypto. Donc on va évidemment pas aller trop vite, hein. Ça peut tomber du jour au lendemain si on régule de manière un peu stupide sur un thème ou un autre, mais on est quand même bien parti. Et ce qui est important, c'est d'avoir à la fois le financement, les entrepreneurs et les talents. Une fois qu'on a ça,
les projets se développent les uns sur les autres, en fait, hein, en surcouche ou en collaborant les uns avec les autres. Et ça, c'est là qu'on a un écosystème, et c'est pour ça qu'on est 70 ici, et que si on faisait ça dans notre pays, on serait peut-être moins nombreux. Peut-être des questions, s'il y en a ouais. Ou pas, hein, Qui montre l'exemple en premier? Vas-y, c'est comme à l'école. Personne ne veut lever la main? Ok, vas-y. Attends, je vais te donner un micro. Pour ouvrir un petit peu le débat. Merci. Oui, moi je pense, pour revenir sur ce que vous venez d'évoquer, par rapport à finalement la France qui est en train de devenir un hub du Web 3, je pense ça aussi, et je vais mettre un peu de philosophie à tout ça, je pense que la France, en fait, l'Europe aujourd'hui, elle va renaître de ses cendres. On voit beaucoup de start-up autour de l'impact social, de l'écologie. On a vu des modèles comme Blablacar, comme Too Good To Go. On a vu des nouveaux modèles qu'il n'y avait pas chez les grandes plateformes américaines, en Californie. Et finalement, si on prend ces plateformes comme Blablacar, tout ça, c'est des modèles autour de la sharing economy, c'est des modèles autour de partager les valeurs ou les services d'une manière différente. Et c'est complètement finalement lié avec les Web 3, avec le Web 3. Sauf que les technologies, elles ont évolué avec les blockchains. Et je pense que c'est pour ça, à mon avis, que la France, elle a un rôle à jouer fort dans tout ça. C'est parce qu'il y a déjà un petit peu ces boîtes-là. Le sujet de l'écologie, il est pas aussi présent. Vous allez en Middle East, vous allez à Dubaï, tout ça. L'écologie, pour l'instant, ils sont tapes de ça. Alors que ici, c'est quelque chose qui est je veux dire, c'est quotidien. On parle de ça quotidiennement. Et voilà, les NFT, les blockchains, ça va révolutionner tous ces usages. Ça va apporter beaucoup de solutions autour de ça, sans parler de la situation économique qu'on est en train de vivre, qui est une révolution qui est monétaire. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, hein, et à quel niveau on va être impacté. Mais moi, je pense que c'est pour ça que c'est ici que ça se passe actuellement. Et puis l'Asie aussi énorme. Je ne serais pas surpris de voir 200 boîtes valorisées à 10 milliards entre l'Asie et la France, et l'Europe. Merci. La prochaine fois, on t'invitera à la table ronde. Quelqu'un veut rebondir déjà sur ce qu'il a dit? Ouais, mais c'est exactement ça. Et un point très intéressant, c'est que la transition d'Ethereum au Proof of Stake, qui a divisé par plusieurs, je ne sais, millions sa consommation d'électricité. Et c'est un point super important parce qu'avant ça, quand on parlait d'Ethereum, on nous disait, d'accord, les NFT, il y avait cette image de Tezos très connue, hein, vous mintez un NFT sur Ethereum, ça va faire périr un ours blanc dont la banquette va fondre. On n'est plus du tout là-dedans, donc toute cette objection-là a disparu, et maintenant, seul Bitcoin reste avec du Proof of Work, et souvent remis en cause, très souvent remis en cause, malheureusement, alors que c'est légitime. Mais voilà, ne sera plus probablement à l'avenir le cœur de focalisation du débat. Voilà, maintenant, 99% de l'écosystème est en Proof of Stake. Voilà, donc la question est réglée. Et même Bitcoin, tu es à 60% d'utilisation d'énergie renouvelable pour le minage. Donc certes, c'est pas assez, mais c'est quand même déjà un signal d'amélioration. Ça dépend des États. En effet, finalement, le bannissement de la Chine a fait pas mal de bien à l'utilisation en fait, d'énergie carbonée, clairement, sur Bitcoin. Ouais, Adrien Miara, Financero, on est justement un média qui parle de finances perso et aussi de crypto. Moi, justement, on parlait de régulation, il y a un point qui m'intéresse, c'est justement tout ce qu'on dit aujourd'hui autour des influenceurs. Parce qu'effectivement, vous parlez de régulation, mais je pense que s'il y a clairement un point qui n'a pas été régulé et qui a fait faire beaucoup de bêtises à pas mal d'investisseurs et qui, du coup, crée un peu de grogne et de la surspéculation, c'est cette partie-là. Donc, je serais curieux d'avoir un peu, justement, votre avis sur cette loi. Est-ce que les discussions aujourd'hui vont trop loin? Pour vous, quelle serait
la bonne solution. Et après, à côté de ça, enfin, je veux dire, moi-même, je viens de commencer un peu à faire d'affiliation sur Ledger. On travaille aussi en partenariat avec CoinHouse. Donc voilà, pour l'assurance vie, d'autres acteurs et tout se développent. Après, je sais que pour parler avec Binance ou d'autres, en période de bull market, on est aussi parfois content parce qu'il y a des influenceurs qui étaient payés très cher par certaines plateformes. Donc après, voilà, l'écosystème a un peu poussé finalement aussi, je pense parfois à raconter des bêtises. Donc voilà, après ces événements-là, où est-ce que vous verriez le bon curseur en termes de régulation, marketing pour cadrer un peu tout ça, quoi. Je ne sais pas ce qui est public. Il n'y a pas de. Si, il y a un journaliste, j'allais dire, il n'y a pas de journaliste dans la salle. Bon, bouge-toi les oreilles. Donc, il y a eu des réunions la semaine passée à Bercy avec les députés et avec la direction générale du Trésor, avec l'AMF sur le texte. Bon, ça doit encore passer au Sénat et ensuite en commission mixte paritaire. Maintenant, c'est tout ce que c'est. Donc, la loi n'est pas encore complètement encadrée, mais l'idée, quand même, était de dire que déjà d'être une plateforme enregistrée pour pouvoir faire pour pouvoir bénéficier en fait d'un régime où on peut utiliser des influenceurs me semble plutôt bien. Et pas agréé parce que là il n'y avait pas vraiment de possibilité aujourd'hui. Tout le monde dans l'écosystème, la plupart des gens sont plutôt à l'aise avec l'idée de dire en effet vaut mieux travailler avec des acteurs qui sont agréés. Il y a la volonté d'essayer aussi que pour les influenceurs on arrive à indiquer justement qu'ils sont bien rémunérés et d'avoir une information sur le média en disant voilà vous allez en plus avoir cette communication en disant je touche quelque chose ou c'est sponsorisé par tel ou tel acteur, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Ils ont un peu en tête la loi E20 et ce genre de choses en disant il faut que les gens soient informés des risques associés et que ça soit communiqué de la même façon. Bon, pourquoi pas. Après, la grosse question, c'est de leur dire oui, certes, mais les influenceurs, ils font pas tant de promotion sur les plateformes. En réalité, ils font plus sur des tokens. Beaucoup sont blasés, vous l'avez dit ou quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à Dubaï ou dans des pays sur lesquels de toute façon ils vont pas être attaqués par la régulation. Et en effet, on ne va pas pouvoir arrêter quelqu'un qui va raconter n'importe quoi sur un projet complètement scammy dont l'objectif est de piquer le maximum d'Ether dans un court laps de temps dans un projet ultra fumeux à la Banana Coin, Winecoin ou toutes ces autres conneries qu'on a connues dans le passé et qui continuent en fait à alimenter notre quotidien. Donc ça, c'est déplorable, c'est horrible, mais on n'a pas grand-chose à faire à ça. Il y a juste l'éducation des gens. Ne croyez pas à des rendements miraculeux. On ne génère pas de l'argent comme ça. Les arbres vont pas jusqu'au ciel, etc. La régulation, moi, je la trouve plutôt nécessaire parce qu'il y a toujours un peu d'abus. Et je considère que le texte actuellement est plutôt équilibré. Après, il faut que ça tienne au Sénat. Il faut que ça tienne dans le reste du processus législatif. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, de tout ce que j'ai entendu dans l'écosystème, les gens sont plutôt à l'aise avec le compromis, qui est beaucoup moins dur que ce qui a été dit au départ. Ça se passe souvent comme ça dans la régulation. Il y a un député, il y a quelqu'un qui va sortir un truc horrible. Je me suis battu pour un truc, on a pensé à un moment que le proof of work avait été interdit en Europe. C'était un vendredi soir où le texte européen, en discussion dans le cadre de l'évolution MiCA, il y a un amendement qui ressort au dernier moment. Enfin, le truc est remodifié. Et c'est Pierre Persson, qui est député de Paris, qui m'appelle en disant ils l'ont modifié. Donc on en a parlé avec quelques acteurs. On a passé le week-end à tweeter en interpellant tous les députés. J'ai envoyé quinzaine d'emails aux députés, à la DGT, à tout ce qu'on pouvait. On a été interpellé des gens à l'étranger, on a été interpellé d'autres plateformes en disant mais faites attention, ce truc-là a été sorti dans le texte. Si c'est voté, il y a un bannissement du proof of work. Donc de Bitcoin, c'est hallucinant de pouvoir faire un truc pareil. Donc au final, les choses se règlent généralement.
mais parfois dans la douleur. Et parfois, il y a ce que tu m'as appris tout à l'heure, finalement, un petit truc qui vient se rajouter dans le texte au dernier moment, comme ce que tu disais sur la possibilité que l'État de nommer un mandataire sur une plateforme si l'on en avait éventuellement envie. Ça me fait doucement rigoler, mais bon. Voilà. Ouais, juste pour revenir sur cette loi, en fait, l'attitude, bon, même si évidemment il ne faut pas dire que c'est les superviseurs qui écrivent, on va dire, plus ou moins, ou aident, ou portent le stylo pour écrire les lois, bon, en réalité, c'est quand même, on souffle à certains députés certaines bonnes idées qu'ils ont tout d'un coup. Bref, bon, ça c'est autre chose. Mais en gros, l'attitude des superviseurs, c'est de se dire, même si on est en France, les FTX et compagnie, ça peut nous arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, alors on va les citer, puisque c'est voilà, notamment du côté Banque de France, on se pose de plus en plus la question de savoir en gros si le bear market va pas faire mourir un certain nombre d'entreprises et est-ce que les stocks des entreprises sont bons. Donc si vous voulez, on se retrouve avec une 63, je crois, PSAN aujourd'hui, 69 même, 69 qui sont enregistrés. Ça fait, je crois, 2 ans que l'ADAN notamment se bat pour que l'AMF, enfin l'enveloppe budgétaire de l'AMF augmente, parce que clairement, ça, personne ne vous le dira évidemment, et quand on pose la question à la présidente, évidemment, on élude un peu la question, ou alors on peut carrément pas lui poser la question, ça c'est autre chose. Il y a un manque d'effectifs à l'AMF, il y a un manque d'effectifs criant, et à force de se dire les FTX et compagnie, ça peut pas nous arriver, au bout d'un moment, ça va nous péter à la gueule. Et donc du coup, qu'est-ce que se font les superviseurs? Et parce que je rappelle que le gouvernement était en faveur de la loi qui a été votée vis-à-vis des influenceurs à l'Assemblée. Donc, en gros, nous, on est politique, et ce qui peut aussi nous rassurer d'un certain côté. Je dis, il faut un peu mettre un stop à tout ça. Donc, ça, c'est un peu le sens, on va dire, de l'élaboration de la loi. Après, on peut mitiger ça en disant quand même qu'il y a un certain nombre de lois antifraude qui existent déjà et qui peuvent servir quand même. On a un arsenal antifraude. Il faudrait quand même que ça serve à quelque chose. On n'est pas obligé de refaire une loi encore qui va, ça, on est les rois un peu en France d'empiler les lois et de respecter ce qu'on peut. Bon, ça, c'est un fait. Et puis, autre chose quand même, parce que j'ai vu beaucoup pleurer, le business de l'influence ou du créateur de contenu, enfin je sais pas, voilà, chacun fera la distinction, mais on n'a pas forcément le temps de bien compartimenter. C'est un business qui peut rapidement être assez, pas juteux, parce que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais ça peut quand même rapporter beaucoup. Par exemple, moi j'ai plus ou moins, on va dire, vu certains contrats. Je peux vous dire que par exemple pour une vidéo d'1 minute, ça rapporte du pognon quand même. Ça, par exemple, pour une vidéo d'1 minute de promotion, où quasiment on vous met le script, vous avez juste à montrer votre tête, il y a quand même 10 000 € en jeu. Donc, et de la part d'acteurs classiques. Donc, si vous voulez, parfois, c'est normal. On se laisse prendre aussi. Et alors, au côté influence en France, on est quand même bien servi par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a quand même des influenceurs de manière générale qui sont quand même assez sérieux et assez réglo. Mais après aussi, le truc, c'est que en tant qu'influenceurs, souvent ils sont jeunes, et est-ce qu'ils sont capables, voilà, aussi de savoir si un projet est bon ou pas? Est-ce qu'ils sont capables de faire la différence? Et ça, c'est aussi un autre enjeu par rapport à cette loi. Voilà. Oui. On va prendre une dernière question. Ça marche, merci beaucoup. Walid, projet Farmiz en l'occurrence, je vais être relativement très terre à terre, je vais essayer effectivement de faire très court. On essaie effectivement aujourd'hui au travers de l'univers blockchain de construire en fait et d'influencer un certain nombre d'entrepreneurs. J'aimerais avoir votre avis en fait sur aujourd'hui les meilleures pratiques en termes de levée de fonds, en termes de financement, ce qui reste aujourd'hui réellement la clé aujourd'hui pour lancer un certain nombre de projets. Merci. Alors, historiquement, dans le monde crypto, il y a un truc assez inédit qui est l'ICO, la possibilité en fait de lever sur la base de son propre token avec un usage et puis d'arriver à séduire des investisseurs sur cette base-là. Moi, j'ai toujours été assez surpris de ça parce que venant du monde de l'investissement classique, du venture capital, c'est pas forcément évident de dire tiens, je vais mettre des actions, je vais
parler d'un projet, je vais aller voir des gens, et c'est une sorte de crowdfunding qui peut être à très grande échelle. Il y a eu des projets qui ont levé beaucoup d'argent sur cette base-là, mais qui continuent à bien fonctionner. Donc après, je trouve que c'est... Aujourd'hui, en France, ça devient compliqué. Il faut avoir un label AMF qui est assez difficile à obtenir. Ça s'est un peu tari, cette approche-là. Les derniers que j'ai en tête, c'était Wikiverse, le projet autour du wiki. Il y en a eu d'autres, sans doute. Mais globalement, ça reste quelque chose d'assez innovant et que je trouve plutôt bien à mettre entre de bonnes mains. Donc, c'est un outil que les autres entreprises n'ont pas et qui, à mon avis, est pertinent. L'autre activité classique, c'est le venture capital, parce qu'il ne faut pas compter sur les banques. Et donc là, l'avantage aussi en France, c'est comme cet écosystème s'est bien développé, des fonds de capital risque se sont développés. Donc Ledger s'est mis en partenariat avec KT, avec un fonds dédié. Vous avez plusieurs investisseurs qui sont actifs autour de chez Alven, Xange, chez Elaya. Vous avez des fonds internationaux qui sont bien présents en France. Plusieurs boîtes françaises ont levé avec des Sequoia. Nous, on a levé avec Odo, c'est un pas de l'avoir cité, mais aussi avec True Global Ventures, qui est également dans Animoca. Toi, tu as fait des belles levées de fonds aussi. Donc, il y a un écosystème qui est assez dynamique et les investisseurs internationaux, américains notamment, regardent pas mal l'écosystème français et européen parce que justement, comme c'était dit tout à l'heure, l'environnement aux US est quand même très tendu. Il y a pas mal de gens qui se disent bon, j'ai pas trop envie de toucher à quoi que ce soit parce que sinon je me fais qualifier de security token. J'ai entendu même que Artefact qui a bossé avec Nike, son espèce de token considéré comme un token, un security token, très vite ça peut aller très loin. Puis comme les US adorent faire cracher au bassinet, ça se coûte très très cher en frais d'avocat, et donc tout ça est quand même pas hyper intéressant. Donc les investisseurs européens, les investisseurs internationaux regardent beaucoup l'écosystème, donc il faut en profiter. Je suis moi plutôt confiant par rapport à ça. Après, ça reste la règle des bons projets. Voilà. Tu veux compléter, Julie? Vas-y, Maxime. Ouais. Je veux juste compléter. Du coup, en ce moment, pour financer l'écosystème, ce qui marche très bien, c'est en 2 mots, c'est equity warrant. C'est quoi? C'est j'investis en equity et j'obtiens un pourcentage de ton futur token. Ça cartonne en ce moment. Le marché, depuis qu'on a atteint les 30 000 ou même un peu avant, on ressent un bon retour des investisseurs. Donc il y a du deal, ça revient, il y a une volonté d'investir dans notre écosystème. La France attire des investisseurs étrangers. Chacun de nos conseillers nous l'indique. On a vraiment eu la chance d'avoir des pépites qu'on poussait et vous en faites partie. Merci. Et ça nous a permis d'être vraiment visibles. Donc aujourd'hui, pour financer ta boîte, equity warrant, et tu as des business angels qui viennent et qui continuent à croire dans notre écosystème et qui veulent se positionner en bear market. Super. Cool. Alors moi j'ai une dernière question pour conclure avec ma casquette de boomer. Enfin, d'abord je voudrais rebondir sur un point que j'ai beaucoup aimé. Nicolas a fait un post et il a dit tiens, les journalistes parlent tout le temps quand on perd 30-40%. Pourquoi ils ne parlent jamais quand on gagne 30-40%? Donc ah bon, bon, toi, c'est pour ça que tu es là. Non, je rigole. Quelques économistes notamment. Non, mais voilà, en fait, quand on parle déjà des variations négatives, il faut aussi parler des variations positives. Et question de boomer, là, le Bitcoin est à 30 000. Est-ce que c'est encore intéressant d'en acheter? C'est quoi la thèse pour en acheter? Et quels sont les autres tokens à surveiller? Les autres tokens, je vais laisser Bon, il y a quelques projets intéressants, mais est-ce que c'est le moment d'investir? Oui, si c'est je le redis, mais si tu es sur du long terme, tu as 2 stratégies possibles. Là, il est à 30 000. Les dernières nouvelles de l'inflation étaient plutôt bonnes. Ça peut monter encore un peu. Bonne pour le Bitcoin, pas bonne pour l'économie. Ouais, mais ça monte un peu. On sait que forcément, il y a toujours des petites phases de correction. Donc là, il y a peut-être un 10-15% à aller chercher. Après, il faudra peut-être pouvoir arbitrer assez vite en se disant tiens, on arrive peut-être dans une zone un peu importante.
ça va rechuter parce qu'il y aura forcément un élément qui va de toute façon faire rechuter un peu les cours. Là, c'est le moment de rentrer en USDT, de convertir USDT, Bitcoin, et puis de repasser. Bon, tu peux jouer à ce genre d'arbitrage et d'analyse un peu sur des éléments. Nous, c'est ce que des gens font tout seuls. D'ailleurs, j'imagine qu'il y en a plein dans la salle qui le font très bien tout seuls, avec plus ou moins de réussite. Nous, on le fait avec de l'accompagnement et avec des produits financiers où c'est nous qui le faisons pour vous. Et puis aussi, tu peux te dire, bon, 30 000, il a valu... déjà, c'est... une fois et demie, enfin 2 fois ce qui valait à son plus haut en 2017, début 2018. On est à 2 fois le pic, enfin le plus bas de novembre dernier. On est à quoi, 8 fois ou un truc comme ça, ce qui valait en 2019, etc. Donc tu vois bien que la progression globale du Bitcoin, elle est quand même relativement importante. Il est toujours repassé par ses plus hauts. Donc sans que ce soit un conseil en investissement, qu'il remonte un jour à 60 000. Il n'y a aucune raison pour laquelle, si à un moment il y a eu des gens qui croyaient que sa valeur valait 50 000 dans juste un arbitrage entre des acheteurs et des vendeurs, l'écosystème ne s'est pas dégradé, il n'y a pas moins de gens, il n'y a pas moins d'intérêt. Au contraire, il y a plus d'intérêt, l'écosystème est beaucoup plus développé. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne revienne pas à ce niveau-là et qu'il le dépasse. Donc si tu veux viser du 100%, du 300% selon ton horizon, bah, ça reste possible. Après, un investissement dans ce genre d'actifs aujourd'hui, ça reste un investissement à faire avec parcimonie. On ne met pas tout son capital, on ne fait pas comme moi, c'est débile. Donc on en met ce qu'on pas nécessairement ce qu'on a à perdre, parce que je trouve qu'aujourd'hui ça fait pas de sens. En réalité, il y a pas de, tu perds pas tant que tu vends pas. Donc sauf si tu dois pas mettre ce que éventuellement tu as besoin, ce dont tu peux avoir besoin à court terme. Si tu as besoin d'acheter un appart, si tu as besoin de financer un truc important, tu as un besoin. Là, si tu dois vendre tes bitcoins pour financer ça franchement, c'est dommage. Mais sur un horizon de temps, ça se serait mieux passé. Un horizon de temps assez long, et il y a des projets comme... mais je suis certain que ça reviendra, ce genre d'initiative. Donc, ouais, sur le long terme, je pense que c'est toujours le bon moment d'investir. Et à nouveau, celui qui a investi au plus haut en 2018, il est vachement heureux aujourd'hui. Enfin, il fait 2 fois sa mise. Et puis, il faisait 4 ou 5 fois sa mise il y a 18 mois, quoi. Là, on est à 15-16 mois du bear market, même un peu plus de la fin de l'entrée dans le bear market. On ne va pas rester 3 ans ou 4 ans dans un bear market. On va forcément en sortir. Donc, bon. Les projets qui sont super bien, je laisserai les autres compléter. Mais bon, moins Solana. Des trucs à filer. T'es pas fan d'Arbitrum? Moi, non. C'est juste pour compléter sur le Bitcoin, les institutionnels ne sont pas encore rentrés dans le jeu. Donc en fait, la hausse des 30 000 là, qu'on observe de 16 000 à 30 000, c'est grosso modo des investisseurs, peut-être fortunés, mais des investisseurs particuliers. Donc en fait, pour le moment, ceci n'est pas un conseil d'investissement, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que pour le moment, à 30 000, c'est surtout les investisseurs particuliers qui l'ont fait monter à 30 000. Pour le moment, depuis que Genesis et FTX ont arrêté de faire enfin Alameda ou FTX, on ne sait pas trop, ont arrêté de faire de l'effet de levier justement sur le marché, on constate notamment, et que les institutionnels sont sortis via des institutionnels fiables qui investissaient via les ETF pour des questions réglementaires notamment, et puis de pratiques, sont pas encore rentrés dans la danse. Donc tout porte à croire, on va dire, qu'on est au début peut-être de quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est des investisseurs particuliers qui ont fait monter le Bitcoin jusqu'à 30 000, selon quand même les indicateurs de Glassnode ou d'un certain nombre d'asset managers assez influents dans l'écosystème. Voilà. Ok, bon, bah, super. Merci à tous. On aurait eu le droit à des perspectives croisées sur le crypto-investissement, et surtout à Louis qui était à la fois modérateur et panéliste. Mais non, mais merci encore une fois d'avoir répondu présent et d'avoir tenu cet échange d'une bonne heure. Nos invités sont encore un petit peu ici, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les interpeller, et autour d'un verre, ce sera plus sexy. Merci à tous.